Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et c'est d'ailleurs pour parler plateformes de streaming qu'on se retrouve aujourd'hui pour une sortie que j'attendais avec très grande impatience. On a déjà parlé sur la chaîne la période des deux guerres mondiales, Première Guerre et Seconde Guerre, ainsi que toute la période de la guerre froide. C'est des périodes historiques que je trouve extrêmement intéressantes et qui en plus inspirent énormément le cinéma. Or, Netflix avait annoncé il y a quelques mois déjà qu'ils allaient sortir une nouvelle adaptation du livre À l'Ouest, rien de nouveau. Et cette sortie, c'était la semaine dernière. J'ai donc découvert le film avec grande impatience. J'avais très hâte de vous en parler sur la chaîne parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un livre qui est particulièrement intéressant et qui est très important pour comprendre cette période historique. Et même si le livre a déjà été adapté, cette adaptation-là en particulier est d'autant plus intéressante. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique. On se retrouve juste après. Alors, le film À l'Ouest, rien de nouveau de son titre original, vous excuserez mon accent allemand, Im Western nichts Neues, est un film qui est sorti le 29 octobre 2022 sur la plateforme Netflix. Il est très long puisqu'il dure 2h28, mais au vu du livre qu'il adapte, c'est pas surprenant. Et c'est une adaptation d'origine allemande, ce qui est très intéressant parce que les précédentes adaptations de ce livre, qui est pourtant un livre allemand, était américaine. Ce film est en effet réalisé par Edward Berger, qui est un scénariste et réalisateur allemand. Jusqu'à maintenant, il a réalisé principalement des films et téléfilms qui ne sont pas vraiment sortis de l'Allemagne et qui ne sont pas vraiment sortis de la sphère germanique, en tout cas qui ne sont pas forcément venus jusqu'à nous. Mais il a adapté plusieurs épisodes d'une série que j'adore, d'ailleurs je vous en ai parlé dans mon top 10 de mercredi, c'est la série The Terror. Il a réalisé les épisodes 1, 2 et 4, qui sont d'ailleurs parmi les meilleurs épisodes, donc c'est plutôt prometteur. Et l'année prochaine, donc en 2023, il devrait sortir un film qui s'intitule Conclave, qui devrait être un thriller qui se passe au Vatican durant l'élection d'un nouveau pape pour la religion catholique. Edward Berger, sur ce film, il est à la fois réalisateur et scénariste, puisqu'il n'adapte pas littéralement le livre À l'Ouest, rien de nouveau, c'est une adaptation très libre. Ils ont fait des choix sur les scènes, ils adaptent entre 30 et 40% du livre. Ils ont aussi rajouté d'autres choses. Le livre se centre uniquement sur le personnage et sur son histoire. Là, ils ont ajouté pas mal de contextualisation. Vous allez voir, on va en parler. Et c'est lui qui a scénarisé ce film. Donc parlons avant tout de l'adaptation. À l'Ouest, rien de nouveau est un livre allemand qui est sorti en 1929 et qui traite de la Première Guerre mondiale. C'est un livre qui avait fait énormément parler de lui à sa sortie, déjà parce qu'il était réalisé par un Allemand. C'est un livre très pacifiste, mais il parle aussi de la dureté de la guerre pour les Allemands. Or, le livre est sorti à peine 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale et il n'a pas forcément été très bien reçu par tout le monde qu'un Allemand montre la souffrance qu'a été la guerre pour les Allemands durant cette période où les blessures étaient encore très importantes. Le livre a quand même été salué par la critique et c'est devenu un énorme classique, à tel point que un an après sa sortie, en 1930, il a été adapté par un réalisateur américain au cinéma. Le réalisateur, c'était Lewis Milestone et il avait choisi d'adapter ce livre parce que ce livre a un énorme message pacifiste. C'est vraiment un livre qui dénonce la guerre et sa violence et qui montre la guerre comme un broyeur à humains, si vous voulez. Et Lewis Milestone, il adhérait totalement à cette idée durant l'entre-deux-guerres. Ensuite, il va un petit peu changer d'orientation puisque durant la Seconde Guerre mondiale, il va tourner des films anti-nazis qui vont mettre en valeur la violence nécessaire pour lutter contre l'ennemi. Mais après, il faut savoir que le cinéma, pendant ces périodes-là, était un cinéma d'utilitaire, c'était un cinéma de propagande de guerre également, donc il faut recontextualiser un petit peu tout ça. Je vous ai parlé de l'adaptation, mais je vous ai pas parlé de l'auteur du roman. C'est Erich Maria Remarque, c'est un Allemand pacifiste qui va d'ailleurs s'opposer au nazisme et qui va devoir fuir l'Allemagne en 1938 puisqu'il va être privé de sa nationalité allemande. Il va d'ailleurs être nationalisé américain, mais il va s'installer définitivement en Suisse. C'est quelqu'un qui durant toute sa vie va œuvrer au pacifisme et à lutter contre les conflits armés qu'il dénonce comme étant complètement inutiles, qui ravagent le monde, etc., etc. De toute façon, c'est vraiment le propos qu'on retrouve dans son livre. Et il faut savoir que son livre, qui montre donc la souffrance de jeunes Allemands durant la Première Guerre mondiale, va être victime d'autodafé durant l'Allemagne nazie
nazi, notamment en 1933. Le Soda-Fé, c'est brûler des œuvres, brûler des livres. Le parti nazi qui faisait des listes de livres interdits et ces livres étaient symboliquement brûlés en place publique. C'est atroce, mais bon voilà, c'est pas le seul truc atroce qu'ont fait les nazis. Donc son livre fait partie des livres qui vont être interdits par le régime nazi et qui vont être brûlés justement parce qu'ils prônent un message anti-guerre, ils prônent la pacification entre les peuples, ils prônent l'entente et l'égalité entre l'ennemi français et l'ennemi allemand, et c'est quelque chose qui déplaît totalement au régime nazi, qui culpabilise énormément les personnes qui ont signé l'armistice de la Première Guerre mondiale, qui prône une revanche des vaincus, donc les Allemands, sur les vainqueurs que vont être les Français et les Anglais. Donc son livre et la période durant laquelle il est sorti s'inscrivent vraiment pas dans la mouvance qui est à ce moment-là en Allemagne, et il va donc devoir fuir l'Allemagne et ses livres vont être brûlés. Alors que raconte ce livre et que va donc raconter le film qui l'adapte, bien que ce soit libre? On suit un jeune Allemand engagé volontaire sur la fin de la période de la Première Guerre mondiale, donc en 1917, qui quitte son village avec ses amis et qui rejoint le front de l'Ouest où il va découvrir l'horreur de la guerre et on le suit dans ses différentes épreuves, on va le suivre durant sa permission, son retour sur le front, etc., etc. Il faut savoir que là, dans le film, il rajoute à cette histoire des parties de contextualisation, comme je vous l'ai dit, où ils vont reprendre tout ce qui s'est passé avant la signature de l'armistice du 11 novembre 1918 et aussi des parties un petit peu contextualisantes sur les autorités, le pourquoi ils vont à la guerre, etc., alors que le livre se centre vraiment uniquement sur l'expérience du soldat. L'objectif du film est de nous porter un regard sur la guerre qui nous pousse à refuser la guerre et rejeter le conflit. Ce qui est particulièrement intéressant cette fois-ci dans cette adaptation, c'est que l'adaptation de 1930 était américaine, il y a eu une autre adaptation en 1979 qui était uniquement un film TV, donc un téléfilm si vous voulez, qui est destiné également à la télé américaine et qui était américain. Cette fois-ci, c'est la première fois que ce livre allemand, qui parle de l'expérience d'un soldat allemand, est adapté par un réalisateur, une équipe allemande, et qui est filmé directement en Allemagne et dans les campagnes françaises. Et d'ailleurs, pour la première fois, le film garde son titre original allemand, qui est le titre original du livre. C'est intéressant parce que si le film a fait scandale à l'époque, c'est justement parce qu'il avait été écrit par un Allemand. Cette mémoire allemande a été un petit peu confisquée par les États-Unis, qui se la sont appropriée et qui l'ont adaptée. Et c'est intéressant de voir que Netflix donne ici la chance à un réalisateur allemand d'adapter ce texte. Au niveau du casting, on a très peu de visages connus. Le jeune héros est incarné par Felix Kammerer, dont c'est le premier grand film. La plupart de ses amis sont incarnés par des acteurs qui pour le moment travaillent principalement pour la télé allemande et sont pas vraiment connus à l'international. Le seul visage connu est celui de Daniel Brühl. Alors Daniel Brühl, on l'a déjà vu dans l'univers Marvel puisqu'il incarne le baron Zemo. Il est ainsi apparu dans Civil War et également dans la série Falcon and the Winter Soldier sur Disney+. En 2018, il est également dans le film The Cloverfield Paradox. En 2009, il était dans l'excellent Inglourious Bastard où il a incarné également un Allemand. Et en 2003, quand il était tout jeune, il était dans le très connu Goodbye Lenin où il incarnait encore une fois un Allemand. En fait, c'est un petit peu l'acteur allemand connu à l'international et c'est pas innocent, il apparaît dans ce film, mais je trouve ça très intéressant qu'il lui ait pas donné le premier rôle, ils lui ont donné un rôle quand même assez important mais relativement secondaire et tous les rôles de jeunes qui vont au combat sont des rôles un petit peu de visage anonyme qu'on ne connaît pas et c'est intéressant comme choix mais on va en reparler. Alors au niveau de la direction artistique, j'ai trouvé ça magnifique. Honnêtement, les plans sont superbes. Il y a une ambiance qui est extrêmement lourde. La plupart des plans sont tournés soit à l'aurore, soit au crépuscule, soit de nuit. Hormis le tout début où ils partent au combat, on n'a plus du tout de moments à partir de ce moment-là qui sont tournés en pleine lumière, en pleine journée, ou alors c'est extrêmement rare. On est souvent sur des demi-teintes, ce qu'on appelle la période entre chien et loup, ce moment où le ciel s'assombrit et ça donne vraiment un contexte très lourd et très dur, un aspect un petit peu sinistre en fait à toutes ces scènes qui se passent sur le front de l'Ouest. Les lieux qui sont choisis, notamment les lieux qui sont choisis dans la campagne française sont superbes, la reconstitution des tranchées est très fidèle et franchement très bien réalisée. Sur les dégâts qui sont montrés, pas forcément sur la fin, mais en tout cas au tout début, une scène très importante du début du film, les dégâts qui sont montrés sont relativement réalistes. Ils ont vraiment fait un effort de réalisme dans la réalisation du film. En ça m'a fait beaucoup penser à 1917 qui avait aussi fait beaucoup d'efforts pour que le film colle le plus possible à la réalité qu'a pu être la réalité des poilus à l'époque. Ils utilisent aussi beaucoup les fusées éclairantes qui utilisaient énormément sur le front, qui donnent des plans très sinistres avec des images quasiment en sépia, avec cette fusée éclairante qui est envoyée et qui descend comme une sorte de soleil couchant constant. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de crépusculaire qui donne un sentiment déjà de tristesse profonde et d'un sinistre profond, mais qui en plus fait ressortir ces silhouettes qui se découpent, ces barbelés, ces cadavres suspendus au barbelé, sans qu'on ait besoin de les zoomer et sans qu'on ait besoin que ce soit gore et immonde, même si le film n'est pas dans la retenue de ce côté-là, les membres arrachés, on en a, et voilà, ils zooment pas dessus non plus. Il n'y a pas un regard malsain sur la violence, mais la violence, elle est là, et elle est constamment là, elle est latente, et visuellement, tu les vois, ces silhouettes déchiquetées, même si tu les vois en noir et blanc, en sépia, éclairées par derrière, etc., tu les vois, t'es constamment entouré par cette
cette ambiance déchiquetée, cette ambiance de violence constante en fait. Et les seuls moments de chaleur, les seuls moments qui sont chaleureux, c'est les visages. En fait, ça vient des individus. C'est les moments de sourire, c'est les moments de détente, c'est les moments de candeur du début. C'est les seules choses chaleureuses. Au niveau des décors, il n'y a rien de chaleureux, il n'y a rien d'accueillant, il n'y a que les hommes en fait. Il n'y a que les échanges qu'ils ont entre eux, les relations qu'ils ont entre eux. C'est les seuls moments chaleureux du film. Il y a une autre chose que j'ai trouvé très intéressante et qui pour le coup m'a fait beaucoup penser au film La Ligne Rouge. Ils entrecoupent en fait les moments de combat avec des scènes de nature filmées dans la forêt. Un arbre, un paysage de forêt, un paysage de montagne, un lever de soleil, un envol d'oiseaux. C'est des moments de respiration déjà parce que c'est des moments où on sort du contexte très violent du front et c'est des moments de... C'est comme si le film voulait recontextualiser, remettre les choses en perspective. Il nous montre l'immuable beauté de la nature pour la confronter à l'instantanéité de la violence qui ne va pas durer des plombes. 14-18 c'est 4 ans, c'est ignoble mais c'est 4 ans. Ces moments de recontextualisation ils sont déjà très apaisants en tant que viewer parce que c'est des moments où tu souffles un peu et ils sont très beaux et c'est vrai qu'ils remettent un petit peu les choses en perspective et je trouve que le choix est très intéressant. De la même façon qu'ils ont été relativement réalistes sur les tranchées, ils sont relativement réalistes sur les costumes. Je suis notamment très contente parce que du coup comme ça se passe en 1917, les casques des Allemands ont changé durant la Première Guerre mondiale. Au début ils avaient les fameux casques à pointe, c'est d'ailleurs le surnom qu'on leur donnait et à partir de 1916 ils vont changer pour les casques en métal lisse qu'ils vont ensuite garder pour la Seconde Guerre mondiale etc. Et je trouve ça très bien qu'ils aient utiliser ce détail-là et qu'ils aient bien mis le bon casque pour la bonne période. Mais d'une manière générale, tous les costumes sont assez réalistes. Et très important, les maquillages. Ils ont les dents pourries. Bah oui, ils ont les dents pourries. Je suis désolée, mais dans les films, j'en sais rien, par exemple, le film Fury qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale et où le héros, il a des dents bien blanches et bien droites. Désolée, mais non, c'est pas possible. Ils ont les dents pourries. Ils sont émaciés, ils sont maigres, ils ont le teint jaune, ils ont l'air épuisés. Bah oui, ils ont l'air épuisés. Et je trouve que de ce côté-là, il y a un très bon travail aussi qui participe au réalisme du film. Alors, c'est pas vraiment un point costume, mais effectivement les femmes sont absentes du front à part une ou deux silhouettes d'infirmières, on en voit très très peu. Elles sont pas du tout oubliées par le film puisque toute la première séquence qui est une sorte de séquence de recontextualisation de la guerre, les femmes sont très présentes, c'est d'ailleurs les premières actrices de la machinerie de guerre et on les montre dans les usines. Alors là c'est les usines pour les vêtements mais c'est pareil que pour les usines d'armement. D'une façon réaliste, ils n'aient pas montré de femmes sur le front et ils n'aient pas montré de femmes dans les tranchées. Il n'y avait pas de femmes dans les tranchées. Il y avait quelques infirmières qui étaient dans les postes relais derrière les lignes, mais sur les lignes de front, il n'y avait pas de femmes. Les femmes, elles sont montrées dans le film comme le brin d'espoir, le rappel à la vie d'avant. Et ça aussi, ça participe à l'ambiance, cette espèce d'ambiance de fraternité masculine où ils sont tous en train de fantasmer, notamment sur le symbole très fort du foulard. Ça participe à montrer ce que c'était que la vie sur le front. Point très important du film et que j'ai beaucoup apprécié, les musiques. Elles sont très décalées. On a des musiques tonitruantes, presque industrielles, des bruits... comme ça, qui sortent de nulle part. Alors, il y a aussi des accompagnements qui sont très beaux, notamment un accompagnement violon. Le violon, c'est l'instrument qui ressemble le plus à la voix humaine, et c'est une voix humaine en train de souffrir. C'est très douloureux, le violon, je trouve, notamment dans les musiques qu'ils ont choisies là. Donc, il y a des accompagnements très beaux au violon. Il y a de très beaux moments de silence où on a juste les bruits naturels, ou malheureusement les bruits de la guerre et les bruits d'obus. Mais on a aussi cette musique mécanique, tonitruante, qui est dramaturgique et qui est implacable. Et cette musique, elle n'est qu'au moment implacable de violence, où tu sens que les hommes ne sont que des objets dans une énorme machine. C'est un bruit très métallique, très machiniste, et vraiment c'est l'immuabilité de la situation, la fatalité, et je trouve que le choix musical est super intéressant. Au début il est un peu inattendu, tu t'es surpris parce que c'est pas ce à quoi t'es habitué, mais en fait les moments où ils choisissent de mettre ce thème musical, ça montre vraiment que c'est une énorme machine qui va broyer ces gamins quoi, et c'est tellement ça. En ça, j'ai l'impression que le film a vraiment compris le propos du livre, même s'ils n'ont pas suivi tous les événements à la lettre, ne serait-ce que par la piste musicale, tu sens qu'ils ont compris le propos. Tu sens qu'ils ont compris l'aspect pacifiste du film, en fait. Cette volonté de montrer la guerre comme une machine horrible, un abattoir, en fait, tout un système d'abattoir, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit totalement dans la première partie du film. Toute petite introduction, mais on va y revenir. Et je reviens sur les personnages. Je vous l'ai rapidement dit quand j'ai parlé du casting, quasiment tous les personnages sont anonymes. Hormis notre héros, qui est nous, on le suit, donc il nous représente nous, c'est lui qu'on suit, c'est à travers lui qu'on va vivre cette expérience. Et un personnage qui va être son repère un petit peu, qui est Kat. Hormis ces deux personnages-là, même ses amis, qui sont ses amis de toujours, on le comprend de façon induite, sont complètement anonymes. Tous ces visages sont des visages anonymes. Et d'ailleurs, il y a un moment où les visages allemands et les visages français se mélangent. C'est parce que ces gens-là, c'est vous et moi, c'est votre voisin, c'est le boulanger, c'est votre frère, c'est votre père, c'est votre cousin. Et je trouve ça très intéressant de ne pas avoir trop insisté sur eux. Alors ça aurait été une histoire vraie, où on incarnait des vraies victimes de la guerre, ça aurait été important de prendre le temps de parler d'eux.
Mais là, ce qu'on veut montrer, c'est le modèle de la guerre, si vous voulez. Et le modèle de la guerre, c'est n'importe qui, c'est des centaines de milliers de visages anonymes qui vont être fournis à cet abattoir et à cette boucherie. Et le fait qu'ils aient pas insisté et pas surdéveloppé les personnages, je trouve que ça participe aussi à ce message. Et je trouve ça très intelligent dans la façon de construire le film. Limite, à des moments, tu te sens coupable parce qu'il y a des moments, il y a des morts, il te montre, et je sais plus qui c'est. Est-ce que c'est son ami? C'est pas son ami? Tu regardes son visage, tu regardes comment il réagit. Limite, tu te sens coupable, mais d'un autre côté, la guerre, c'est ça, c'est des milliers de morts anonymes en fait. C'est tout le concept du soldat inconnu par ailleurs. Et au-delà de ça, le fait qu'ils aient choisi des représentants aussi juvéniles et aussi jeunes, oui, ils ont l'air très jeunes, mais parmi les envoyés allemands, il y en avait qui avaient 16 ans sur la fin de la guerre. Donc c'est des bébés. Et sur la fin, d'ailleurs, il y en a un, c'est un bébé. Moi, ça me fait de la peine, je trouve ça horrible. Enfin, et le fait qu'ils le montrent aussi... Après nous avoir montré l'horreur et la violence, ils nous mettent ce bébé, ce gosse. Enfin, il serait en première au lycée, quoi. Voilà, c'est la guerre, c'est ça. Je trouve que le montrer, c'est important. J'en profite en post-production pour ajouter ce petit passage. J'ai vu que des personnes s'étaient plaintes du fait que le film était trop violent. Donc la guerre, c'est trop violent. En fait, oui, le propos du film est atteint. Effectivement, la guerre, c'est très violent. La Première Guerre mondiale, c'était horrible, c'était ignoble, c'était dégueulasse, c'était violent. Et le fait que le film le montre, c'est important. Et que des gens se plaignent que la guerre c'est violent, je pense que ça prouve que le film a atteint son propos. Je finis avec le rythme parce que le film est construit de façon assez singulière. Déjà, c'est cette introduction dont je vous ai parlé. Elle dure, 5-7 minutes. C'est la guerre, le système de la guerre, la machine de guerre. Le front, le lieu de mort, le lieu d'abattoir si vous voulez. La récupération des corps, on les emmène en seconde ligne. Après, on les renvoie vers les usines où travaillent des civils, notamment les femmes, surtout les femmes. Le traitement et ensuite le produit fini, c'est-à-dire l'uniforme qui va être recyclé et qui va être donné à un nouveau soldat, une chair fraîche qui va être envoyée au front. Ça, c'est cette première minute, cette introduction, c'est la guerre. C'est ce système de viande fraîche et de cycle de mort qui se reproduit où chacun à son niveau est dans l'horreur. Imaginez ce que c'était les usines où des femmes travaillaient et rapiéçaient les uniformes de gens qui sont morts dedans, refermer les trous qui ont été faits par des balles au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau du foie, avant de les renvoyer vers d'autres soldats qui vont aller au combat avec. Enfin, c'est horrible, mais c'est ça. Et je trouve qu'en ça, l'introduction du film est extrêmement efficace et extrêmement importante, extrêmement intéressante. Et ensuite, la suite, c'est la candeur, l'innocence, l'embrigadement, le départ sur le front. Et ensuite, l'horreur tout du long. Tout le long où l'horreur du front nous est montrée, on a un petit saut dans le temps et on a le parallèle avec les gens qui négocient l'armistice et l'ignominie des gens qui dirigent derrière, qui envoient 40 000 jeunes mourir par jour, c'est le chiffre qui nous est donné, et c'est un chiffre vertigineux. À remettre en contexte, évidemment, on était plutôt autour de 5 000 morts par jour sur les fronts durant la Première Guerre mondiale, mais en fait, ce qu'ils appellent pertes à l'époque, c'est les blessés, les prisonniers et les morts. Donc on peut atteindre effectivement des chiffres énormes si on considère les blessés également, mais au niveau des morts, c'est à peu près 5 000 par jour. Ce qui reste évidemment absolument horrible et n'enlève en rien à la violence du conflit. Et qui envoie gosses mourir par jour dans les tranchées, et eux qui sont là dans le confort. Il y a notamment un parallèle entre l'alimentation du front et l'alimentation qui est dans le confort de ces gens qui négocient l'armistice. C'est ignoble, mais c'est ça, voilà. Et quand tu vois ça, clairement, le message du film, il te touche directement, et de toute façon, c'est mon prochain point. Le message pacifiste du livre, le message de dénonciation de ces guerres ignobles, te touche en plein cœur, parce que quand tu vois ce parallèle, et quand tu vois l'ignominie de la situation, et quand tu vois l'ignominie de « Oh, plus que 15 minutes avant la fin des combats, ils ont déjà signé, mais il faut attendre 15 minutes de plus », enfin, c'est ignoble. C'est à vomir, mais c'est une réalité que le film dépeint et c'est important. Et c'est ça le message du film, cette ignoble machine qui est la guerre, c'est une machine à détruire, de toute façon, détruire la nature, détruire les hommes, détruire les corps, détruire les sociétés. Peu importe en fait si le jeune homme qui est suivi là est allemand ou français, et d'ailleurs sur la fin on voit bien que peu importe de quel côté on se situe, l'horreur est ignoble de chaque côté, la souffrance est au final la même. Il y a des scènes qui sont à pleurer dans le film, qui sont des scènes issues du livre, mais d'ailleurs certaines scènes que j'aurais trouvé intéressantes qui est dans le livre, notamment la scène de la permission quand il retourne en Allemagne. Il veut parler de l'horreur de ce qu'il vit et les gens comprennent pas parce qu'ils sont embrigadés et les informations qu'ils reçoivent derrière, c'est pas la réalité de ce qui se passe au front, et ces scènes-là sont horribles. Bon, c'est pas dans le film, c'est dommage, mais le film nous montre vraiment ce propos-là et nous montre vraiment toute l'ignominie. Il n'y a pas des... C'est des bébés, c'est pas des gentils ou des méchants, c'est des gosses embrigadés par des vieux qui sont là et qui envoient des cargaisons de viande fraîche. Enfin, c'est ignoble, mais je trouve qu'en soi, la façon dont le film est conçu, c'est important. Alors,
Je n'ai pas vécu les tranchées, malheureusement plus beaucoup de représentations de personnes qui ont vécu les tranchées ici. La façon dont le film le montre, ça montre une grande brutalité et ça semble correspondre au témoignage qu'on en a qui est que la guerre c'est horrible quoi. Donc oui en soi, à l'inverse du livre qui se voulait seulement être un retour d'expérience entre guillemets, le film est terriblement accusatoire mais les accusations sont fondées. C'est aussi important de montrer les personnes qui sont derrière des conflits aussi violents et aussi meurtriers. C'est aussi important de montrer que la guerre c'est pas héroïque, la guerre c'est sale, c'est dégueulasse, c'est violent et c'est en plus globalement inutile. Du coup, est-ce que je vous recommande ce film? Oui, maintenant c'est un film qui est très dur, moralement et psychologiquement, en tout cas moi c'est des sujets qui me touchent et je trouve que le film est très dur mais il témoigne d'un certain regard sur les conflits et d'un certain regard sur la guerre et d'un certain regard notamment sur la Première Guerre mondiale et il rejoint pour moi de très bons films comme 1917. Je suis contente en fait des choix qu'ils ont fait de rajouter du contexte, de rajouter l'histoire de l'armistice etc. Je trouve ça intelligent, la façon dont ça a été allié avec une partie de l'histoire du livre, je trouve ça intelligent. Maintenant peut-être que donner le titre du livre c'est audacieux vu que c'est une adaptation quand même très très libre, mais est-ce que je vous recommande le film? Oui. Voilà, maintenant je vous préviens, c'est dur, c'est très très dur, mais c'est la guerre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet avis sur À l'Ouest rien de nouveau jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également et surtout à laisser un commentaire. Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que vous comptez le voir? Je sais qu'il est un peu long, je sais que c'est un film qui est dur, mais je pense que c'est un film qui est important et je suis contente que la plateforme Netflix ait donné sa chance à ce réalisateur allemand d'adapter à sa façon cette histoire de À l'Ouest rien de nouveau. Personnellement, j'en suis très satisfaite et je trouve que c'est un film qui est très intéressant et qui pourrait être exploité au moins dans le devoir de mémoire de la Première Guerre mondiale. Et puis c'est aussi important de montrer le point de vue allemand et pas forcément uniquement le point de vue anglais ou français dans cette guerre. D'autant plus que, comme je dis, allemand ou français, c'est la même horreur, donc dans l'absolu, voilà. Mais je trouve ça quand même important. Cela étant dit, si vous avez aimé la vidéo et que vous aimeriez voir d'autres avis de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas également à activer la cloche pour être tenu au courant des sorties vidéo, des avis rapides et des posts communautaires. Moi, je ne vous en embête pas plus, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne semaine, de très très bons visionnage, peut-être à l'Ouest de nouveau, n'hésitez pas à me dire si vous le regardez après cette vidéo, et je vous dis à très très vite. Im Western nicht Neues. Im Western nicht Neues. Même si le film est vraiment pas du tout et où on a le parallèle avec et bon, j'ai plus de batterie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet avis sur À l'Ouest de nous. Merci d'avoir suivi. Oh, j'ai plus de batterie, j'ai combien de % de batterie? Je sais pas comment j'ai fait pour tenir. J'ai eu du mal à parler de ce film tellement je l'ai trouvé dur et vrai. Mais c'était dur et vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je pense que le film est important. Ouais. Soit je vois ma batterie qui clignote. J'ai presque envie de tester. Mais ce que j'ai peur, c'est que si mon téléphone tombe en rade, il efface tout le contenu que je viens de filmer. Donc je vous dis à tous, ciao ciao.